Des prix de l'immobilier en baisse, mais des taux d'intérêt qui continuent de monter. Des conditions de crédit de plus en plus difficiles pour les primo-accédants. État des lieux et perspectives, Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo que l'on est très heureux de recevoir. Guillaume Martineau, bonjour. Bonjour Olivier. Président du réseau Orpi, et Olivier Landrevie, bonjour. Bonjour Olivier. Président du réseau CAFPI. Alors deux invités très complémentaires. On a à la fois les biens immobiliers, les maisons, les appartements, et puis on a les dossiers de financement. Et on va voir avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité du marché, évidemment Paris-Île-de-France, mais aussi au niveau national. Première question à tous les deux, j'ai envie de vous demander, après des années euphoriques au niveau des transactions, même des distributions de crédit, on a passé le cap du million de transactions. Ben voilà, la situation elle est différente. Est-ce que pour vous, finalement, c'est un retour à la normale ou est-ce que c'est un retournement de tendance qui est durable? Guillaume Martineau. Alors c'est un retour à la normale en fait, clairement. On est en train de revenir à ce qu'on avait connu avant. Quand on passait la barre des 800 000 transactions, on trouvait que c'était une bonne année. On risque de finir cette année à 950 000 transactions à peu près. Donc c'est un retour à la normale. Mais effectivement, après ces belles années, c'est un peu brutal pour beaucoup de nos confrères et de nos clients. Donc un retour, on revient à la réalité. Olivier Landrevie. Je vais vous faire une réponse de Normand. Si on regarde les taux de crédit, on peut dire que c'est un retour à la normale. On est revenu à des taux de crédit d'environ 3,50, ça veut dire qu'on est revenu 10 ans en arrière. Donc ça, c'est un retour à la normale. Et emprunter à 1% n'était pas normal. Je crois qu'il faut quand même s'en rappeler. Beaucoup l'avaient oublié, parce que voilà, c'est une situation durait. Oui. En revanche, la vitesse de cet ajustement crée des effets temporaires qui sont extrêmement durs pour trouver les financements, et on le voit aussi au niveau des transactions. Alors justement, transition sur le marché de l'immobilier avec notamment vos indicateurs. Guillaume Martineau, on va voir avec vous où est-ce que l'on en est à Paris, en Île-de-France, mais aussi au niveau national. On va commencer par les compromis de vente. Alors là, on a l'exemple de Paris. Commentaire, Guillaume. Alors les compromis, que ce soit Paris ou ailleurs, baissent, ralentissent. Paris était monté à des prix assez élevés, donc il y a un rééquilibrage. Comme le disait Olivier, le financement nous pénalise parce qu'on ne peut plus financer les acquisitions. Donc on voit que selon les quartiers, il y a une baisse des compromis qui est assez importante. Alors dans notre segment, puisque moi Orpi travaille plutôt sur des classes moyennes, enfin des appartements classiques, mais on a effectivement un ralentissement qui est plus marqué. Les prix ont baissé un petit peu, mais pas suffisamment, donc ce qui explique que nos clients peinent à acheter en ce moment, donc ça explique ces prix-là. Alors voilà, on voit la carte là aussi sur les prix. Bon, ça baisse quasiment partout, là on voit dans le 9e 8% de hausse. Ce qui est assez étonnant, parce que Paris, généralement, toujours un marché assez porteur, mais Paris donne aussi la tendance du marché national. Donc Paris vit ça depuis peut-être juin-septembre l'année dernière, le ralentissement avait commencé, la correction des prix s'est amorcée, et a priori n'est pas encore suffisante, en tout cas pour permettre de rééquilibrer, mais ça va revenir tout doucement, mais il y avait besoin peut-être de cette correction. Et pour vous, on est toujours sur ce symbole, on est au-dessus des 10 000 € du mètre carré en moyenne? Alors selon les arrondissements, non, ça commence à baisser un peu. On l'avait annoncé l'année dernière et les notaires contestaient un peu nos chiffres, mais nous on a un résultat immédiat quand on voit ce qui se passe très vite. Donc mais cela dépend encore une fois des quartiers. Paris c'est un marché un peu particulier. Très bien, alors on va élargir l'Île-de-France maintenant. Alors sur l'Île-de-France, voilà quelques communes. Alors vous voyez, oui, les disparités, parce que si on voit plus 8 à Chelles et moins 47 à Torcy, on peut se poser des questions. Alors Torcy, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé sur Torcy. Très certainement qu'à Torcy, les prix avaient augmenté peut-être un peu plus fort qu'ailleurs. Et puis la correction a été brutale. Je rejoins Olivier, la correction a été brutale. C'est-à-dire qu'on est passé de on peut tout financer à pas grand-chose, ou plus difficilement. Vous voyez que les prix à Torcy ont augmenté de plus 12%. Donc vous ne pouvez pas avoir des prix qui continuent d'augmenter avec une situation économique qui est plus compliquée. Donc je pense que les propriétaires, à certains endroits, n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe, des difficultés. Donc il y a cette année qui est toujours compliquée de rééquilibrage, d'explication, de pédagogie. Et je pense que la conjonction de nos deux métiers qui explique que c'est difficile, on ne trouve plus les financements aussi facilement. 1%, ce n'est pas normal, on le sait tous. Mais voilà, là on est en train de revenir à la réalité. Donc Et je pense qu'il y a aussi des effets il y a aussi des effets de prix qu'on ne voit pas sur une carte, mais ça vous le savez mieux que moi. J'entends en particulier qu'on observe des décotes
importante sur les passoires thermiques. Et donc, en fonction des quartiers, des endroits, ces effets-là peuvent être oui, plus ou moins forts. Oui, d'ailleurs sur ces biens classés F et G, qu'est-ce que vous constatez chez Orpi? Ça a pénalisé un peu, ça a bouleversé tout le monde parce que personne ne savait trop ce qu'il fallait faire avec. Les propriétaires ont des difficultés pour faire ces travaux-là. L'accessibilité à ma prime rénov, tout ça reste un peu nébuleux, un peu compliqué. Ça pénalise le marché de la location aussi, et ça on reviendra peut-être sur ce sujet un petit peu plus tard, mais on a un vrai gros problème avec ça. Parce qu'il y a des échéances qui vont venir. 1er janvier 2025, interdiction de louer, en tout cas pour les nouveaux baux, pour les biens classés G notamment. Oui, mais et puis pour les baux classiques, et puis tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et ça aussi, ça explique aussi certaines difficultés. Donc il y a eu beaucoup de nouveautés qui sur le papier sont bien, c'est-à-dire que de lutter contre les passoires énergétiques, c'est une très bonne chose. La difficulté, c'est que ça a été brutal. Il y a eu ce retournement de marché en même temps, donc tout se conjugue, se cumule, et tout le monde est un petit peu perdu. Donc c'est un bouillonnement là actuellement. Il faut que tout se tasse, ça va venir. Alors, et là, on voit une dernière carte. Donc là, c'est l'évolution du volume des compromis de janvier à mai 2023 chez Orpi. Alors là, voilà. Alors, on voit les différences, hein, Guillaume. On voit surtout les moins 21% au national, donc ça nous a alertés, c'est ce qui nous avait conduit à lancer notre pacte anti-inflation. Et puis on voit surtout que des villes qui n'ont pas fait d'effort de corriger leurs prix, enfin de revenir sur des prix, subissent des baisses de compromis très importantes. Je vois Toulouse, moins 27%, les prix n'ont baissé que de 2%. Vous prenez Lille, par exemple, les prix ont augmenté à Lille, et on voit bien l'effondrement des compromis. Donc, et quand le marché se stabilise ou les propriétaires acceptent d'entendre, je pense à Rennes par exemple, eh bien, on retrouve une situation normale. Donc il y a toujours une appétence pour l'immobilier. Les gens. Il y a une envie d'immobilier. Mais bien sûr. Toujours, mais après, j'ai connu quelques crises. Donc on sait qu'il y a une envie. Il faut juste que nos vendeurs acceptent et comprennent que nous ne sommes plus dans ce marché euphorique de ces 2 dernières années. Et puis vous avez des villes symptomatiques comme Marseille où là... Alors là, on passe sur la carte sur l'évolution des prix. Justement, Guillaume, là, c'est intéressant. Alors. Bien, vous voyez, on était à moins 32 à Lille et là on est à plus 7 en prix. Toulouse, moins 2. Donc le problème, c'est que s'il n'y a pas d'efforts conséquents sur les prix, si on n'arrive pas à rapprocher les vendeurs et les acquéreurs, alors ce déficit se creuse entre les compromis. Et ce qui va jouer, c'est que nos confrères, à un moment donné, vivant tous la même chose, le marché va l'entendre, les clients vont l'entendre. C'est pas spécifique à Orpi, parce qu'on n'est pas devenu mauvais subitement en 6 mois. Et en complément, on voit le taux de négociation, donc 3,45%. Ça a toujours été proche Ça augmente, c'est-à-dire que ces dernières années, vous arriviez en retard à un rendez-vous, on vous recevait peut-être moins facilement. Aujourd'hui, on vous attend, et puis maintenant, les propriétaires sont prêts à négocier. Alors, nous n'en sommes qu'au début de cette amorce. Mais les acquéreurs reprennent la main, un peu. Clairement. Ouais. Les acquéreurs ayant souffert quelques années sont en train de dire, c'est pas pire, c'est pas agressif. Les acquéreurs qui trouvent un financement. Voilà. C'est important. Ouais. Parce que le problème, nos acquéreurs voudraient acheter, mais sont confrontés à des prix encore élevés, et puis derrière, il faut pouvoir acheter. Alors justement, transition, pouvoir acheter, avec vous Olivier Landrevie, patron de CAFPI, spécialisé en crédit immobilier. On va voir justement quelques indicateurs et puis on évoquera justement ces difficultés, notamment pour les primo-accédants. Tout d'abord, qui emprunte et à quelles conditions? Profil emprunteur en Île-de-France. Quelques mots. Alors, tous les profils emprunteurs, depuis 1 an et demi, souffrent et ont beaucoup plus de difficultés qu'avant à trouver des financements. Le critère qui est devenu vraiment discriminant, c'est l'apport personnel. Puisque il faut réaliser qu'avec la hausse des taux, les taux qui sont passés de 1% à 3,5% aujourd'hui, en l'espace de 18 mois, les capacités d'emprunt se sont réduites d'environ 25%, de 20 à 25%. Donc pour un même projet, si vous arrivez à vous financer, votre crédit sera inférieur à ce qu'il aurait été il y a 18 mois, d'une magnitude d'environ 20 à 25%. Et comme les prix tardent à s'ajuster, la différence dans le financement du projet, elle va nécessairement devoir venir de votre poche. Donc on a vu une très forte augmentation des apports personnels, ce qu'on appelle l'apport personnel. Illustration, Île-de-France, voilà, Île-de-France, 89 000 En Île-de-France, €, on approche de 90 000 €.
Donc vous imaginez ce que ça représente pour un couple qui commence dans la vie. Avant de pouvoir épargner 90 000 euros, c'est compliqué. D'apport personnel, de coûts de pouce des parents pour se lancer, c'est peut-être là aussi pour ça que les prix de l'immobilier qui baissent, c'est quand même une bonne nouvelle pour la nouvelle génération, ceux qui arrivent. Mais bien sûr. Bon, voilà, c'est vrai que la donne est en train de changer. Bien sûr, mais dans la période de transition, en attendant que les prix s'ajustent, ce qu'on voit, c'est que ceux qui arrivent à boucler leur plan de financement, ce sont souvent ceux qui peuvent avoir recours à de la solidarité intergénérationnelle. Oui. Mais malheureusement, c'est aussi un facteur d'inégalité. Tout le monde n'a pas des parents qui sont capables de faire un chèque de 90 000 euros pour permettre l'acquisition d'un premier appartement. Ça, c'est le profil emprunteur, notamment moyen par Île-de-France. On va voir au niveau national. Alors, est-ce qu'il y a des petits changements? Bon, oui, alors l'apport personnel est significativement plus bas. Ça reflète tout simplement le fait que les prix de l'immobilier sont plus faibles en province qu'à Paris. Mais sinon, on voit que quand on l'exprime en pourcentage, ça reste très proche. On parle de 21% de la valeur du projet. Des durées qui sont maintenant quasiment au maximum autorisé. On s'approche de 25 ans. Et donc le système est très tendu. Alors, à propos de tension, on va voir justement les taux d'intérêt que tout le monde scrute en ce moment, notamment le taux de crédit, voilà, Île-de-France. C'est ça, donc on a passé la barre des 3,50 pour le 20 ans et 3,64 pour le 25 ans, qui est maintenant la durée la plus courante. Et on est sur une tendance très bien établie maintenant, très régulière depuis presque 1 an et demi, où ces taux remontent de 20 centièmes tous les mois. Et je pense que, on en parlait tout à l'heure en introduction, je pense qu'il est maintenant acquis que les taux vont à 4%. Donc on va d'ici la fin de l'été. À 4%. D'ici la fin de l'été, donc assez rapidement. La suite est plus difficile à discerner. Ça dépendra du scénario d'inflation dans lequel on est. Parce que certains évoquent même le fait de monter jusqu'à 5% en janvier prochain. On ne peut pas l'exclure, moi-même je l'ai évoqué. Si on continue de voir des chiffres mensuels d'inflation qui ne montrent pas vraiment de signes de régression de l'inflation, alors oui, il est tout à fait possible que les taux aillent vers 5 à l'horizon début 2024. Il faut espérer qu'on ait à l'automne des signes tangibles de maîtrise de l'inflation et dans ce cas-là, il est possible que les taux restent autour de 4. Guillaume Martineau, est-ce que justement la baisse des prix aussi va continuer, va pouvoir compenser cette hausse des taux? Ça paraît difficile. Non, mais je pense qu'il faut obtenir une baisse des prix. Ça amuse personne, mais les prix étaient montés effectivement très haut. Et là, on voit bien qu'il y a une tension, il y a un blocage. Moi, j'ai connu des taux plus importants quand j'ai commencé. Le taux, à la rigueur, moi, si vous avez des taux à 4 ou 5, mais que les banques se remettent à prêter, parce qu'elles doivent aussi gagner de l'argent en prêtant, parce qu'on ne peut pas prêter à perte. Mais c'est surtout d'avoir en face des prix qui correspondent. Nous, on en parlait de ce pacte anti-inflation qu'on a lancé chez Orpi, c'était de tirer un signal d'alarme. Quand on a lancé ça, c'était juste de dire attention, l'inflation, c'est pas juste dans le panier alimentaire, ça touche tout le monde. Le logement est impacté, sur la construction neuve, tout coûte beaucoup plus cher pour construire. Donc, nos vendeurs qui s'étaient installés dans une routine, je dirais, un confort, les prix élevés, doivent comprendre que ça a un impact. Et moi, quand je vois le montant de l'apport personnel pour des jeunes, ou même des moins jeunes d'ailleurs, parce que mettre 90 000 euros de côté pour que vous ayez divorcé, pas divorcé, enfin, c'est quand même une somme conséquente. Donc aujourd'hui, et le logement, on dit toujours quand le bâtiment va, tout va. On sent bien que la tension dans le pays, je pense que ça contribue à une mauvaise ambiance parce que les gens ont du mal à se loger, ont du mal à louer, ont du mal à acheter. Donc les Français, je pense, ne sont pas très heureux actuellement, en tout cas sur le plan du logement. Et si on ne fait rien pour, ça peut avoir des conséquences, je pense, plus importantes. Qu'on comprenne bien, Olivier, sur le plan du crédit, qu'est-ce que les banques demandent aujourd'hui qu'elles ne demandaient pas hier? Qu'est-ce qui a changé? Encore une fois, c'est l'apport personnel et s'ajoute à ça maintenant, alors c'est pas encore tout à fait généralisé, mais de la part d'un certain nombre de banques, des attentes en termes d'épargne mobilisable. C'est-à-dire qu'en plus de l'argent que vous immobilisez dans le projet, elles attendent parfois jusqu'à l'équivalent de 12 mois de mensualité placés sur un livret pour être sûr que vous serez capable de faire face à l'inflation, de payer vos factures d'énergie, etc., etc. Très bien. Alors bon, vous nous dites tous les deux, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Ça paraît inévitable, 4% fin d'année, peut-être 5%. Les prix de l'immobilier vont baisser, s'ajuster, pas d'effondrement à l'horizon, mis à part certaines peut-être zones rurales ou sur des biens
particulier Pas d'effondrement, mais si on arrive à avoir une prise de conscience, si les professionnels immobiliers arrivent à se faire entendre et dire voilà, écoutez-nous, alors on peut refluidifier la machine. Là, on est dans une année de transition. Donc, comme dans toutes les années de transition, c'est compliqué parce que chacun s'accroche de son côté en disant je baisse pas, moi je veux pas acheter. Nos conseillers au milieu ont bien du mal à se faire entendre. Donc, ils sont en train aussi de réapprendre le métier. Et puis, mais inévitablement, on aura cette baisse parce que ça ne pourra pas continuer. C'est-à-dire que si vous ne baissez pas les prix, les gens ne pourront pas acheter. Donc, les vendeurs vont rester où ils sont. Donc, il y a un moment donné où il va y avoir une amorce de renégociation qui va se faire. Je peux ajouter une chose à ça. Il y a un autre facteur dont on parle assez peu, mais qui, je pense, joue beaucoup dans le ralentissement des volumes de transactions. C'est qu'un vendeur potentiel, quelqu'un qui réfléchit à déménager pour peut-être suivre un projet de mobilité professionnelle ou la famille s'agrandit, qu'importe, il n'est finalement pas si sensible à l'évolution des prix. Parce que même s'il doit vendre son bien à 10% de décote, il profitera aussi de cette baisse du marché sur le nouveau bien qu'il va acheter, parce qu'il doit bien continuer à se loger. En revanche, en déménageant, il se condamne à rembourser un crédit qui est généralement entre 1 et 1,5, qui a été contracté ces dernières années ou renégocié ces dernières années, pour le remplacer par un crédit à 4%. Oui, et donc ces gens-là, ils freinent des cas de fer. Ouais. Et ils freinent leur projet de vie, ils préfèrent ne pas déménager, ils préfèrent éventuellement faire des travaux plutôt qu'aller acheter 20 mètres carrés de plus pour accueillir le nouvel enfant. Et c'est ça aussi qui ralentit beaucoup les volumes de transactions, je pense. On va évoquer justement, on en a beaucoup parlé de politique du logement ces derniers temps, avec notamment les propositions du CNR, le Conseil national de la refondation logement, présentées par Elisabeth Borne, la Première ministre. Est-ce que pour vous déjà, on est à la hauteur des enjeux? Donc on parle quand même des propositions. Extension du prêt à taux zéro dans le neuf jusqu'en 2027, développement du bail réel solidaire, la fin annoncée du Pinel dans le neuf, le dispositif d'investissement locatif, l'extension de la garantie Visale, des aides supplémentaires pour la rénovation énergétique. Est-ce que pour vous c'est suffisant? Est-ce qu'on n'est pas allé assez loin, Guillaume Martineau? Moi, si je ne fais pas de langue de bois, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de politique du logement. En fait, il y a des mesures, on saupoudre, on parle de logement social, mais il n'y a pas de choc qui permettent aux gens psychologiquement de se dire on se lance. Rien sur la fiscalité, les plus-values, on est toujours taxé très fortement. Si on veut développer le logement social, il faut bien aider les gens à pouvoir vendre leurs biens. Nous, quand on vend un terrain, derrière, un promoteur peut faire du privé et du social aussi. Donc je pense que c'est très nébuleux, le prêt à taux zéro. Pour l'habitat collectif, donc pas la maison individuelle. Voilà, ouais. Alors que la majorité des gens veulent pouvoir vivre, tourner autour de leur maison. Donc il n'y a pas de vraie mesure en fait. Il n'y a pas eu de choc. Je pense que tous les professionnels sont déçus parce qu'il y a eu beaucoup de travail durant de longs mois. Je comprends qu'on ne puisse pas aider, sortir de l'argent public, les finances publiques sont pas en très très bon état, donc on ne peut pas avoir des aides en permanence. Mais ça marche beaucoup avec de la psychologie. À chaque fois que vous avez un ministre qui a fait une loi qui permettait d'investir et de pouvoir louer, par exemple, ça relançait l'investissement. On souffre d'une politique sur le logement, je vous parlais d'Airbnb, on a l'impression qu'on favorise beaucoup plus la location meublée, la location type Airbnb que la location à l'année. Location à l'année, on n'en voit quasiment plus, en tout cas sur des bons classiques 369, ça a été vers la location touristique saisonnière. Voilà, pas d'avantage, on favorise, la loi climat et résilience ne s'applique pas de la même façon à des locations meublées, donc les gens se tournent vers ça parce que les gens ont besoin de rentabiliser leur investissement. Et derrière, ce sont des étudiants ou des gens, des locaux qui ne peuvent pas se loger. Mais même tout le monde en fait, moi j'exerce encore, je vois dans nos agences, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a de la frustration, il y a 20 personnes pour... Et encore, je dis 20 personnes, je suis en dessous, pour quelque chose à louer. Donc, on n'a pas assez de logements, mais ça se fait des années. De Gaulle, déjà, disait qu'il fallait en construire 500 000 par an. On n'y est pas. Les maires bâtisseurs se font taper dessus. Donc, je pense que la politique du logement, où l'État reprend la main et les préfets décrètent qu'on doit construire à tel et tel endroit, c'est pas très populaire, mais ça soulage les maires de pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas toujours acceptées par leurs administrés. Mais vous n'aurez des prix qui baisseront que dès lors qu'il y aura beaucoup plus d'offres. Plus d'offres, c'est-à-dire construire, offrir des logements en quantité suffisante, faire du social, faire du privé, préparer les retraites, parce que les gens vont devoir avoir des revenus complémentaires. Quand je dis les gens, ce sont nos concitoyens, et ça, il n'y a rien là-dessus. Donc je pense que malheureusement, on passe à côté,
il faudrait quelque chose de psychologique. La plus-value, quand on était passé à 15%, on avait réduit, eh bien, vous retrouvez des logements sur le marché, les gens peuvent revendre quelque chose, donc pas assez ambitieux. Bon, on va voir peut-être pour des pistes et des propositions, justement. Olivier Landreville, sur le CNR Logement et les Moi, propositions. je vais être encore plus sévère. Bon, alors, ça me rassure, j'ai essayé de... alors, Vous avez dit il n'y a pas de mesures choc. Si, il y a 2 mesures choc qui sont des mesures négatives pour le logement. C'est le PTZ, on nous le présente comme une extension, une prolongation du PTZ. En fait, c'est un rétrécissement du PTZ, puisque la maison individuelle n'est plus éligible. Bon. PTZ, dont les volumes se sont déjà contractés de 30% depuis 2019, notamment parce que les plafonds de ressources qui rendent éligibles au PTZ n'ont plus été indexés depuis 2016. Donc chaque année, il y a de moins en moins de Français qui sont éligibles. Donc rétrécissement du PTZ. Ensuite, suppression du dispositif Pinel. Alors j'étais moi-même pas un grand fan du dispositif Pinel, mais ce sera quand même la première fois depuis 1984, je crois, qu'il n'y aura plus aucun dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif. À ce jour, après ça peut être lancé, mais c'est vrai que c'est le fait de ne pas reconnaître le particulier comme un acteur économique à part entière qui permet, en investissant en tant qu'acteur privé, de construire des logements, de loger des familles. Construire des logements, c'est du bâtiment, c'est du travail derrière, des artisans. Et... J'entends qu'il faut aussi faire attention à la façon dont l'argent public est dépensé. Je suis le premier à le dire sur plein de sujets, donc ça me va très bien. Mais il faut quand même aussi rappeler que le logement, le bilan net en termes de contribution aux finances publiques du logement, c'est positif de plus de 50 milliards. C'est un solde positif qui a été multiplié par 4 en 15 ans. Donc la réalité, ce n'est pas que le logement est un secteur subventionné ou aidé, c'est que c'est une vache à lait fiscale. Et ça ne l'a jamais autant été. Ça, ce sont en tout cas vos constats. Quels sont maintenant à tous les deux vos pistes, vos bons conseils justement pour fluidifier à la fois le marché, pour redonner confiance ? Guillaume Martineau. Eh bien, la première piste, c'est d'ouvrir les possibilités de construction, d'augmenter la surface des terrains, en tout cas de donner la possibilité aux maires d'ouvrir. Mais ça, encore une fois, c'est compliqué parce que les maires sont confrontés à la réalité du terrain. Donc les pistes, je pense que fiscalement, il faut redonner l'envie aux gens d'acheter pour pouvoir gagner aussi de l'argent avec le logement, parce que c'est pas mal non plus quand vous achetez, vous investissez, vous faites travailler des entreprises, vous faites travailler l'État. Effectivement, les fameux droits de notaire, sont des droits d'enregistrement qui rentrent dans les caisses de l'État. Et là, on est en train de tout scléroser. Donc je pense que il faudrait cette mesure psychologique vous montrer en tout cas qu'il y a une envie et une durabilité des mesures, parce que ça change tout le temps. Chaque ministre arrive, un cap, une vision. Un cap, et puis qu'on arrête de considérer le propriétaire comme quelqu'un qui s'enrichit sur le dos des autres. Ce sont des gens qui participent à l'économie, à la vie de la cité. Donc je pense que là, on n'a pas de vision, en tout cas du logement, et c'est dommage. Olivier Landreville, sur les pistes et les bons conseils. Alors j'ai une idée un peu provocatrice. Puisqu'on est visiblement dans une logique de simplification, une logique libérale où on ne veut pas dépenser l'argent public pour aider le secteur du logement, très bien, allons au bout de cette logique. Le logement, c'est un bien de première nécessité. Je pense que personne ne peut le contester. Bien de première nécessité, TVA à 5,5. Voilà. Allons-y. Allons-y. Mettons la TVA à 5,5 sur la construction. Et puis réduire les droits d'enregistrement. Je pense que plus vous avez de taxes, plus vous limitez la fluidité du marché. Donc il faudrait un peu moins de taxes. L'argent va circuler, les gens vont investir. Et ça sera effectivement quelque chose qui nous aidera. Et au passage, les droits de mutation, c'est une taxe sur la mobilité géographique, sociale, familiale. Donc effectivement, l'économie se porterait mieux si ces coûts de frottement étaient réduits. Et pour les primo-accédants, comment les faire aussi revenir sur le marché ? Il faudrait déjà les faire arriver, parce que revenir, c'est déjà les faire arriver. Quand je vois ce problème de l'apport personnel, c'est une difficulté. Donc il n'y a pas, je pense, effectivement, pas de solution miracle ou de baguette magique. Si vous avez plus d'offres, pourrait offrir plus de possibilités à des primo-accédants d'acheter. Les normes aussi, on a eu des normes dans les constructions qui ont fait augmenter le prix du mètre carré, toutes les normes dans les normes handicapées qui sont utiles, mais quand vous avez tout un immeuble qui est concerné, ça augmente. Donc il faut arriver à avoir des prix qui soient accessibles, faire baisser le prix du foncier. Parce que le problème, c'est ça aussi, c'est que les promoteurs sont confrontés à une augmentation de matière, l'augmentation du foncier, donc tout ça est une chaîne.
donc ce fameux choc qu'on n'a pas eu, eh bien, à nos politiques de nous apporter des solutions. Je pense qu'il y a suffisamment de têtes pensantes à Bercy pour trouver une petite solution. Et à propos de Bercy, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se pencher sur la question de l'offre. À un moment donné, si on veut que les prix baissent, il faut travailler la question de l'offre. J'ai été frappé par les chiffres qui ont été publiés il y a quelques semaines par la Fondation Abbé Pierre. 4,1 millions de mémoire de Français mal logés, 2,3 millions de ménages en liste d'attente pour un logement HLM. Ce sont deux chiffres qui sont des records historiques en France. Donc à un moment donné, si on ne relance pas la construction, on ne peut pas sortir de cette situation. Voilà, merci à tous les deux en tout cas pour ces réflexions, ces pistes à la fois sur l'activité, sur le marché immobilier mais aussi sur la politique du logement. On aura l'occasion d'y revenir et vous serez bien sûr invités de nouveau. Olivier Landrevie, merci beaucoup. Merci. Guillaume Martineau, merci également. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.